m'asseoir, je vais rester tranquille. Bonsoir. Merci d'être ici en grand nombre. On est très content de vous accueillir ce soir pour une discussion sur le système de santé et l'utilisation des services. Juste pour vous présenter un peu le FRESC tout d'abord, donc le Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec a été fondé en 2016. Ça se veut un organisme conseil qui regroupe aujourd'hui 30 associations étudiantes en santé au Québec de diverses universités. Donc on a des représentants en médecine, en physiothérapie, en nutrition, sciences infirmières, santé publique et bien plus. Donc, ces 30 associations se regroupent ensemble une fois par année au sommet annuel. Et puis, on travaille sur un thème en particulier, puis on formule des recommandations qui sont ensuite envoyées au ministère de la Santé pour espérer influencer puis améliorer toujours notre système de santé au Québec. Puis, on est vraiment des fervents défenseurs d'un système public équitable et juste. Donc, on est très content de vous accueillir ici ce soir pour commencer la discussion sur notre thème de cette année qui est la surmédicalisation. Donc, le 17 mars, on va avoir notre sommet annuel. Vous êtes tous invités, bien entendu, à vous inscrire puis à venir participer aux discussions. On va avoir différents conférenciers, des petites périodes de travail aussi sur les recommandations. Puis, au final, les représentants FRESC vont voter sur quelles recommandations soumettre au ministère. Donc, l'information, elle sera sur notre site web, sur la page Facebook et tout aussi. Donc, vous êtes invités à vous inscrire. Puis pour ce soir, pour démarrer, on a le docteur Régent Imbert et le docteur Vadeboncoeur qui vont commencer la discussion. Je vous présente notre présidente aussi du FRESC, Christina Tănăsescu. On est plusieurs membres du conseil d'administration ici ce soir, puis d'autres qui nous suivent en web diffusion depuis l'Université Laval et aussi depuis l'Université Sherbrooke, puis aussi d'autres personnes à la maison. Donc, on vous suit. Alors, pour commencer, on va présenter le docteur Régent Imbert par Jennifer Dack. Bonjour à tous, mon nom est Jennifer Dack, donc je suis vice-présidente au partenariat financier pour le FRESC pour cette année et puis je suis étudiante en deuxième année au doctorat en santé publique ici, option organisation des soins. Et je vais vous présenter en fait mon co-directeur, donc il n'a pas besoin de présentation. Et après aussi, par ailleurs, le docteur Alain Vadeboncoeur qui n'a non plus pas besoin de présentation, mais puisque c'est de mise, allons-y. Donc, le docteur Régent Imbert est médecin gériatre de formation. Donc, il a fait sa formation en médecine à l'Université de Sherbrooke. Il est également détenteur d'une maîtrise en épidémiologie de l'Université de Cambridge. Il a été également doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Et il est maintenant, depuis moins d'un an, doyen ici de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On est très content de l'avoir avec nous. C'est un chercheur de renom en gériatrie et également professeur ici au département de gestion et d'évaluation. Le département a changé de nom, donc permettez-moi. Gestion, évaluation et politique de santé, voilà, ici à l'ESPOUM. Et c'est bien sûr aussi un homme politique. Hein, donc, dans sa carrière de 2012 à 2014, il a été ministre de la Santé et des Services sociaux sous le gouvernement de Pauline Marois, où vraiment il a amené toute une vision, je dirais, pour avoir moi-même été impactée de sa belle vision au niveau des soins pour les personnes âgées. Et tout l'ensemble du soutien des personnes âgées qu'il a développé de par sa présence au ministère. Donc, il a géré vraiment un très gros budget, hein, donc près de la moitié du budget de l'État du gouvernement du Québec. Donc, accueilli chaleureusement avec moi l'ancien ministre de la Santé, donc notre ministre sortant, et notre doyen docteur Régent Imbert. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de partager avec vous une certaine vision historique, je dirais, du système de santé. Pourquoi on a un système de santé aussi médico- et hospitalo-centrique et quelles sont les difficultés que ça cause au système actuel. Mais permettez-moi, avant de souhaiter la bienvenue dans cette école de santé publique de l'Université de Montréal, une école qui couvre l'éventail complet de la santé publique, de l'administration de la santé avec le département de gestion, d'évaluation et des politiques de santé jusqu'à la santé environnementale, la santé au travail, en passant par la médecine sociale et préventive.
Nous avons ici essentiellement des programmes de deuxième et troisième cycle. Nous aurons bientôt une mineure en premier cycle et un baccalauréat qui débutera en 2019, mais essentiellement, nous avons plus de 800 étudiants à la maîtrise et au doctorat qui sont dans les programmes, notamment le programme de santé publique, qui est le plus gros programme de l'école, mais aussi le programme de maîtrise en administration de la santé et la maîtrise en santé environnementale et santé au travail, sans parler de la maîtrise et du doctorat en bioéthique qui fait aussi partie de l'école. Donc, un large éventail, une école qui est très impliquée dans la formation, mais aussi dans la recherche et dans le transfert de connaissances. Alors, bienvenue à l'école, bienvenue dans nos murs. Alors, ce soir, je veux, à la demande du comité organisateur, vous brosser un tableau de l'histoire de notre système de santé avec une perspective de dépendance par rapport au chemin. En fait, les systèmes de santé existent parce qu'ils ont été créés petit à petit par un certain nombre de décisions. Et si on veut savoir pourquoi on a le système de santé qu'on a actuellement, il faut savoir d'où ça vient, comment on en est venu à avoir le système de santé que nous avons. Alors, je vais le faire dans une perspective, comme le dit Hacker, d'institutionnalisme historique. Les étudiants qui ont suivi mon cours à ça, 67-54, vous allez pouvoir répondre à l'avance à un certain nombre de diapos. Ce sera une révision, je vais voir si vous avez compris. Et je vais donc expliquer pourquoi on a un système qui est aussi hospitalo- et médico-centré que celui que nous avons. Le vieillissement de la population avec l'épidémie de maladies chroniques nous oblige à décentrer ce système de l'hôpital et c'est là le défi principal. Et on va voir comment il faut réaliser ce décentrage par l'organisation du système mais aussi par sa gestion et par son financement. Je terminerai par l'assurance autonomie, bien sûr, qui est un projet que j'ai porté au moment où j'étais ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, ceux qui ont suivi le cours, donc, ce que vous connaissez, c'est deux personnes. Alors, celui de gauche, d'abord. Hein? Oh, Bismarck. Bismarck, à gauche. Bismarck, chancelier de l'Empire allemand. Et puis, écoutez, ça remonte à la fin du 19e siècle. Pourquoi je vous présente Bismarck? C'est parce que Bismarck a établi les principales lois de sécurité sociale que nous avons encore aujourd'hui. Bismarck a inventé la retraite. Et Bismarck avait établi la retraite à 65 ans. 65 ans en 1870, là, c'était des survivants, surtout dans les conditions de travail de cette époque. Et on a gardé le 65 ans jusqu'à maintenant. Alors, l'espérance de vie était autour de 45-47 ans en 1870. Il est maintenant l'espérance de vie près de 80 ans, mais on a toujours l'âge de 65 ans comme départ à la retraite. Alors, Bismarck avait établi la retraite, avait établi l'assurance chômage, a établi les accidents de travail, donc la couverture des accidents de travail, et finalement a établi l'assurance maladie dans l'Allemagne de la fin du 19e. Bismarck, qui n'était pas quelqu'un particulièrement à gauche, hein, c'est quelqu'un de droite, conservateur, mais a senti le besoin de contrer la montée du mouvement communiste avec la publication de Karl Marx, par exemple, sur le Capital, et toute cette montée du communisme dans l'Europe de la fin du 19e. Alors, pour essayer de contrer ce communisme, il a mis en place ces lois de l'assurance sociale. Et Bismarck a donc créé une façon de financer la santé à partir d'assurances, de mutuelles d'employés, d'employeurs, et qui a fait école, surtout dans l'Europe continentale et aussi dans l'Asie, le Japon, la Corée du Sud, se sont inspirés de ces modèles où on couvre la santé en couvrant les travailleurs et en cotisant les travailleurs et leurs employeurs à des mutuelles. Et par la couverture des employés, on couvre l'ensemble de la famille de ces personnes. Et on va ajouter une couverture pour les gens qui tombent entre les différents corps de métier ou qui ne sont pas couverts par ces différentes mutuelles. Et ça a donné tout le mouvement
des systèmes de santé, des systèmes de soins de santé dits assurantiels, couverts par les mutuelles. Et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, non seulement en Allemagne, mais aussi en France, et comme je le disais tout à l'heure, dans certains pays de l'Asie du Sud-Est. Alors, celui de droite, on l'avait évoqué tout à l'heure, c'est Lord Beveridge. Alors, pourquoi je vous parle de lui? Beveridge, c'est un économiste, et là, on se rapporte beaucoup plus tard, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40, Churchill, que vous connaissez probablement plus que Beveridge, confie à Beveridge un mandat de réfléchir sur la couverture sociale en Grande-Bretagne pour prévoir comment la Grande-Bretagne va s'occuper de ses blessés, de ses malades au sortir de la guerre. Et donc, Lord Beveridge va publier un rapport qui s'est appelé le rapport Beveridge en proposant un autre modèle de couverture des soins de santé, qui est le modèle beveridgien, c'est-à-dire un modèle assistentiel, où les soins de santé sont couverts par l'impôt sur le revenu et couvrent l'ensemble de la population du pays. Alors, vous connaissez un petit peu notre système. Alors, notre système est issu de ce que Beveridge avait recommandé pour l'Angleterre. Comme vous le savez, au sortir de la guerre, Churchill a perdu ses élections. Et ce sont les travaillistes qui ont été mis au pouvoir, et les travaillistes ont tout de suite récupéré le rapport Beveridge pour implanter le National Health Service en Grande-Bretagne et implanter un système assistentiel, donc un système de couverture universelle qui a inspiré les pays scandinaves et plus tard le Canada. Alors, si on regarde les systèmes de soins de santé, on a, comme je le disais tout à l'heure, les systèmes assistentiels beveridgiens, où la couverture est universelle, où le financement est fait par les impôts, et on retrouve ces systèmes-là au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves et au Canada. En opposition, on a les systèmes assurantiels bismarckiens qui couvrent différents segments de la population, avec un filet universel, bien sûr, et qui sont financés par des cotisations employeurs-employés à des compagnies d'assurance qui ne sont pas privées, compagnies d'assurance des mutuelles, donc des coopératives. C'est pour ça qu'on les considère comme étant des systèmes publics. Et on retrouve ces systèmes-là en Europe continentale, au Japon ou en Corée du Sud. Et il y a les systèmes privés libéraux, qui sont des non-systèmes, si on veut, comme on retrouve aux États-Unis et au Mexique, où on a une certaine tranche de la population qui s'assure avec des assureurs privés, une autre tranche de la population, ceux qui sont nécessiteux, ou les personnes âgées qui vont être couverts par le public, l'État, et entre les deux, ceux qui ne sont pas assez pauvres pour être couverts par l'État et ne sont pas assez riches pour se payer une assurance privée et se retrouvent sans couverture d'assurance, comme c'est le cas c'était le cas pour 42 millions d'Américains avant l'Obamacare, mais maintenant il y a encore 20 quelques millions, et étant donné que l'Obamacare vit ses derniers moments, on va retourner la situation où près de 40 millions d'Américains n'ont pas accès, en fait, à un système de santé parce qu'ils sont entre les deux. Alors, c'est une couverture partielle, donc avec un filet universel pour les plus nécessiteux. Alors, deux systèmes qui ont quand même des valeurs un petit peu différentes. Alors, on retrouve dans les systèmes beveridgiens beaucoup d'emphase sur la solidarité. C'est des systèmes solidaires et c'est des systèmes où l'égalité d'accès, l'égalité des chances, et ce sont des valeurs vraiment prédominantes. Chez les bismarckiens, on a aussi la solidarité. Mais l'égalité est moins une valeur dominante. Il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres. Dépendamment des mutuelles, on va avoir une couverture et un accès à certains services qui va être différent. Cet accès-là ne sera pas égal pour tout le monde. Par contre, on garde dans ces systèmes la liberté de prestation. On va avoir des prestataires publics, des prestataires privés. Et donc, il y a une liberté d'adhérer à une mutuelle de notre choix et une liberté de recevoir des soins par une organisation privée ou publique de notre choix aussi, ce qu'on n'a pas dans les systèmes beveridgiens où il y a plus un monopole d'État, comme celui qu'on retrouve ici. Et on va encourager aussi la concurrence. Et vous voyez que dans les systèmes libéraux, ben là, c'est la liberté portée à son paroxysme, avec une concurrence, pas de solidarité et pas de notion d'égalité. Donc, des valeurs un petit peu différentes entre les systèmes bismarckiens et beveridgiens. Et vous avez les caractéristiques de ces systèmes-là. Donc, la qualité chez les systèmes beveridgiens, elle est égale pour tout le monde.
pour le meilleur et pour le pire, alors que dans les systèmes bismarckiens, on a du bon et on a du très bon. Donc, des variations de qualité, et dans les systèmes libéraux, on a du très bon et on a du pas pantoute. Alors, ça va d'un extrême à l'autre. Au niveau de la soutenabilité financière, évidemment, les systèmes beveridgiens qui contrôlent l'offre sont capables de contrôler l'augmentation des coûts. C'est comme ça qu'on fait ça ici au Canada et dans la plupart des pays avec le système beveridgien. Alors que l'enjeu des systèmes bismarckiens, c'est vraiment le contrôle des coûts. Il y a beaucoup de difficultés à contrôler les coûts parce que ce sont des mutuelles qui n'ont aucun intérêt à limiter la croissance des coûts, étant donné qu'ils refilent la facture aux employeurs et employés de toute façon. Alors, il y a comme un manque de contrôle de la part de l'État. Et chez les libéraux, là, c'est un manque complet de contrôle. Et on voit les États-Unis qui investissent plus de 18% de leur PIB en santé, alors que dans la plupart des pays civilisés, on est autour de 9 à 11% du produit intérieur brut. Alors, c'était le portrait au niveau international, le portrait au niveau canadien. Alors, l'homme de gauche, je vais vous donner un indice. Un indice, c'est le grand-père de Kiefer Sutherland. Vous connaissez Kiefer Sutherland? L'acteur qui joue de la musique aussi. Son père. 24 heures chrono. 24 heures chrono. Hein? Un petit peu de culture? Non, mais je vous raconte ça parce qu'il a marié son père a marié la fille de Tommy Douglas. Le gars de gauche, c'est Tommy Douglas. Et c'est vraiment quelqu'un de gauche en plus. Alors, Tommy Douglas, c'est le premier ministre de la Saskatchewan de 1944 à 1961. Premier ministre qui a implanté les premiers systèmes d'assurance hospitalisation puis d'assurance maladie en Saskatchewan. Et c'est de la Saskatchewan, comme vous le verrez tout à l'heure, qu'est né le système de santé canadien tel que nous le connaissons. Et celui de droite, celui-là, vous le connaissez, il est plus contemporain, c'est Claude Castonguay, qui, lui, a été coprésident d'une commission d'enquête qui a recommandé l'application pour le Québec du système de santé canadien et qui a été par la suite ministre de la Santé et des Affaires sociales de 70 à 73 et qui a implanté le système de santé québécois. Alors, si on regarde un peu d'historique, on a, m'excuserez, je suis obligé je suis loin un peu de l'ordinateur, donc je suis obligé de me tourner un petit peu. Alors, on a en 1947 le premier programme d'assurance hospitalisation, Saskatchewan, Tommy Douglas. En 1957, donc 10 ans plus tard, c'est Stephen Baker, un gars de droite encore, comme Parti conservateur, qui va promulguer la loi sur l'assurance hospitalisation et les services diagnostiques. Vous allez me dire, pourquoi un conservateur a-t-il fait ça? Il était conservateur minoritaire. Et il avait besoin, parce que les élections s'en venaient en 1958, il avait besoin de l'appui de la gauche, du NPD de l'époque, qui ne s'appelait pas comme ça encore, mais il avait besoin de la gauche pour être capable de pouvoir être réélu. Même s'il a fait ça, il n'a pas été élu, en fait, à l'élection de 1958. C'est Pearson qui a été élu, donc en libéral. Mais avant d'en venir là, je voulais montrer que Jean Lesage, au Québec, a appliqué la loi canadienne dès les années 60 pour l'hospitalisation. Alors, notre système de santé a commencé par une couverture d'hospitalisation. Je vous rappelle, avant la Révolution tranquille, les hôpitaux, c'était les communautés religieuses. Hein? C'est eux qui avaient développé les hôpitaux, et c'était des hôpitaux privés non sans but lucratif, mais privés. Et donc, ce qu'on va mettre en place dans les années 60, c'est un régime d'assurance hospitalisation pour l'ensemble de la population. 1962, là, on fait un pas de plus, on ajoute la couverture médicale. Alors, c'est pas Tommy Douglas parce qu'il venait juste de passer au fédéral, comme chef du parti NPD fédéral, mais c'est lui qui avait initié toute la démarche et donc la personne qui lui a succédé a implanté en 1962 le premier programme d'assurance médicale provinciale. En 1964, on met en place une commission d'enquête pour étudier la question de la couverture d'assurance médicale pour l'ensemble du Canada. Ça s'appellera la commission Hall. Commission qui a réfléchi non seulement sur la couverture d'assurance, mais aussi la formation médicale. C'est un document qui est extrêmement riche, le document de la commission Hall. C'est vraiment une commission qui a eu une vision
qui recommandait aussi l'implantation d'une assurance médicaments. Donc, des éléments extrêmement novateurs pour l'époque. En 1966, gouvernement libéral, Lester B. Pearson, celui qui a eu le prix Nobel de la paix, implante l'assurance maladie publique, donc en couvrant, et ça c'est important, ce qui est médicalement nécessaire et prodigué dans les hôpitaux. Et on a encore cette définition-là. Alors, puis là, vous allez me dire, la santé, là, cette juridiction provinciale, qu'est-ce que le fédéral est venu faire là-dedans? Alors, le fédéral a utilisé son pouvoir de dépenser pour promulguer une loi qui dit les provinces qui mettront en place un système qui respecte 4 principes, le fédéral va payer la moitié de la facture. Alors, c'est comme ça, c'est par cette astuce, pour reprendre un terme de Jacques Parizeau, c'est par cette astuce que le fédéral s'est immiscé dans un champ de juridiction carrément provincial. Et ce paiement était possible si les provinces respectaient les 4 principes. Alors, l'universalité, donc couvrir l'ensemble de la population, la transférabilité d'une province à l'autre, la gestion publique, on ne pouvait pas confier le système de santé à la Croix-Bleue ou à un autre organisme, il fallait vraiment que ce soit une gestion publique. Et le 4e, l'intégralité, c'est-à-dire tout ce qui est médicalement nécessaire. Donc, date importante, 1966, cette première loi sur les soins médicaux. Alors, en 1967, comme je vous le disais tout à l'heure, on confie à Claude Castonguay et à M. Neveu de voir comment au Québec on va appliquer cette loi canadienne. Et donc, il y aura un rapport, une commission d'enquête. Et là, vous voyez encore une fois que c'est un gouvernement d'Union nationale, donc conservateur. Et je dis souvent aux étudiants, qu'est-ce qu'un gouvernement qui est embêté par une question fait? On met en place une commission. Pour se donner du temps. Alors, c'est ce que Johnson père a fait, Daniel Johnson père. Et donc, la commission Castonguay-Neveu perd ses élections en 1970. Robert Bourassa arrive au pouvoir et Claude Castonguay se présente. Et donc, Robert Bourassa confie au président de la commission la responsabilité de mettre en place le régime d'assurance maladie que nous connaissons avec sa loi, la L3S, en 1971. Et là, la pagaille commence en 1977, au moment où le fédéral dit, bien, vous savez, je ne paierai plus 50% de la facture. Hein? On va faire différent. On va faire des transferts fiscaux plutôt que de payer 50% de la facture. Alors là, c'est là que le trouble commence et c'est là que le fédéral se retire du financement de la santé qui, au Québec, actuellement, est autour de 23-24%. Donc, on est parti de 50% et on diminue de moitié au cours de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle. 84, gouvernement de Trudeau, Monique Bégin est à la santé, et l'Alberta décide de mettre en place un ticket modérateur. Et là, Trudeau dit « No way ». Va donc promulguer une nouvelle loi, qui est la loi canadienne sur la santé, et ajouter un 5e principe aux 4 principes qui étaient déjà en vigueur. Le 5e principe, c'est l'accessibilité. On ne peut pas limiter l'accès, surtout par des mesures financières. Et c'est ce principe que Mme Philpott a utilisé pour rappeler le ministre actuel Barrette à l'ordre lorsqu'il a voulu réglementer les frais accessoires. Alors, Mme Philpott a dit, 5e principe, si vous réglementez les frais accessoires, nous allons couper d'autant le transfert fédéral en santé en vertu de la loi de 1984. Je continue. 88, la commission Rochon, Jean Rochon, qui va recommander une plus grande décentralisation du système de santé québécois. Et on aura en 92 Bourassa qui, avec la loi 120, va créer les régies régionales de la santé et des services sociaux qui succéderont aux conseils régionaux qui étaient là auparavant mais qui n'avaient pas vraiment de pouvoir. Et donc ces régies vont voir le jour en 92. 95, réforme Rochon. Donc Jean Rochon va donc opérer le virage ambulatoire et donc faire en sorte que certains nombres de soins et services, notamment les chirurgies, soient faits en externe. On raccourcit les durées de séjour, on diminue le nombre de lits de soins de courte durée et l'idée, c'était de transférer les sommes épargnées vers des soins à domicile.
arrive le déficit zéro, Lucien Bouchard, et donc, on va prendre les sommes épargnées et on va permettre à l'État d'équilibrer son budget plutôt que de réinvestir dans les soins à domicile. Là encore, vous voyez que cette décision a un impact encore aujourd'hui sur les services parce que les soins à domicile post-hospitaliers sont donc arrivés comme fardeau supplémentaire pour les soins à domicile, des personnes âgées, des personnes handicapées, et donc ont pris une grande partie de la place budgétaire de ces services-là. Loi 33, importante, en 1997, la loi sur l'assurance médicaments, toujours Jean Rochon, et cette loi-là implante un régime d'assurance médicaments universel, mais mixte, avec une partie publique et une partie privée. C'est encore celle qu'on a, mais on est encore la seule province canadienne à avoir un régime universel d'assurance médicaments. Commission Claire, en 2000, qui recommande la création des GMF, parce que lorsque le système de santé québécois a été implanté, il y a deux originalités de ce système-là qui ont été également implantées en même temps. C'est l'intégration de la santé et du social, donc à l'intérieur d'un même ministère, des régies régionales et des établissements, ce qui est une caractéristique unique au Canada et presque unique à travers le monde. Il n'y a que le Danemark où il y a une intégration comme celle qu'on a au Québec, donc une initiative extrêmement intéressante. Et la deuxième, c'est la création des centres locaux de services communautaires, les CLSC, donc un établissement responsable de la première ligne. Mais comme les docteurs n'ont jamais intégré vraiment les CLSC, la Commission Claire recommande de créer des groupes de médecins de famille pour faire en sorte de pouvoir avoir une première ligne mieux structurée. Et la Commission Claire recommandait aussi de mettre en place une assurance autonomie pour les soins à long terme. Loi sur la santé publique en 2001, avec le fameux article 54 qui oblige le gouvernement, dans tout règlement et dans tout projet de loi, d'avoir une évaluation d'impact sur la santé. La commission Romano, qui ne donnera pas grand-chose, mais je le mentionne. Le projet de loi 25 en 2003, donc la réforme qu'on appellera la réforme Couillard, qui va créer les centres de santé et de services sociaux. Donc, fusionner l'hôpital, le CLSC et les centres d'hébergement d'une même localité. Et c'est avec cette réforme qu'on verra apparaître la responsabilité populationnelle, la hiérarchisation des soins, en soins de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, avec des mécanismes pour le cheminement des patients, et le projet clinique pour être capable de mieux coordonner les services à la population. Donc, 2003, une réforme extrêmement importante qui est implantée dans le réseau. 2006, vous vous souviendrez de l'affaire Shaouli et de la loi sur l'ouverture au privé, dont on avait beaucoup de craintes et qui finalement ne s'est pas avéré si catastrophique que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de développement d'un système de santé privé parallèle, d'assurance de couverture duplicative. Ce qu'on anticipait du jugement Shaouli, c'est pas vraiment avéré, fort heureusement. Il y a encore un jugement en cour supérieure de la Colombie-Britannique actuellement qui est en examen et qui pourrait lui aussi faire une brèche plus importante dans le système privé qui ira sûrement en Cour suprême. Et finalement, 2015, le projet de loi 10 qui est vraiment une rupture importante, c'est-à-dire qu'on crée des méga établissements qui sont maintenant territoriaux et non pas locaux. Donc il y a une régionalisation de la prestation de services. La loi avait pour objectif de faire disparaître les agences, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné aux agences une responsabilité de prestation de soins. C'est les établissements locaux qui ont disparu. Et cette réforme-là fait en sorte de nationaliser le système de santé. On avait un système de santé auparavant où il y avait des établissements privés non lucratifs, gérés par un conseil d'administration qui nommait son PDG, qui avait une autonomie dans la gouvernance et dans la planification stratégique. Et là, on se retrouve avec un réseau d'établissements nationaux qui relèvent du ministère. Et donc, c'est une sorte de nationalisation du système de santé à laquelle on a assisté depuis 2015, avec une centralisation du réseau autour du ministère, je devrais dire autour du ministre. Une loi mammouth, 165 articles, qui a nécessité 216 amendements et qui a été adoptée sous le bâillon en pleine session parlementaire, pas à la fin d'une session comme c'est l'habitude pour le bâillon, mais en pleine session parlementaire, on a suspendu
les procédures parlementaires pour adopter envers et contre les partis d'opposition ce projet de loi. Alors, en résumé, comme je l'ai dit, un système où on a une intégration de la santé et des services sociaux. Bonne nouvelle dans une perspective de vieillissement de la population et de maladies chroniques. Couverture centrée sur les frais médicaux et hospitaliers, sur ce qui est médicalement nécessaire. Alors, vous voyez que la médicalisation ou la surmédicalisation, là, elle vient d'un effet structurel, de la création de notre système de santé. Par extension, on a couvert les CHSLD, qui étaient auparavant des hôpitaux de soins de longue durée. Alors, il y a une couverture qui était comme inclus dans ce qui était médicalement nécessaire. Par contre, le domicile s'est développé à la marge. La couverture médicamenteuse, il a fallu attendre une nouvelle loi. La psychothérapie n'était pas couverte. La réadaptation extra-établissement n'était pas non plus couverte. Couverture universelle mixte de médicaments depuis 1997. Toute une vague et un mouvement de déconcentration, même qui a été jusqu'à la délégation avec les agences. On déléguait aux agences l'organisation des services, même l'administration budgétaire. Et donc, ça s'est fait de 1970 à 2015 avec des organismes, les conseils, les régies et ensuite les agences, et des établissements locaux qui restaient autonomes, qui géraient leur budget, qui déterminaient qui était le DG, qui évaluait le DG, qui était responsable de démettre le DG lorsqu'il ne faisait pas l'affaire, et donc des établissements locaux autonomes. Et on arrive en 2003 avec hiérarchisation des soins, une responsabilité populationnelle, ça c'est nouveau dans le langage. Les établissements ne doivent pas seulement servir leurs clients, mais doivent avoir la responsabilité de la population du territoire. Et ça change l'approche, notamment dans une perspective de santé publique. Les réseaux locaux de services avec le projet clinique. Et depuis 2015, là, on a un retour à la centralisation du réseau de la santé, disparition des agences et des établissements régionaux sous gouverne ministériel. Alors, vous voyez qu'on est revenu depuis 2015 à une amplification de l'hospitalocentrisme, parce que lorsqu'on met tous ces établissements-là ensemble, c'est au bénéfice de quelle mission? Bien, c'est au bénéfice de la mission hospitalière en général, c'est ce qu'on observe dans le réseau. Alors, je mets cette diapo importante de l'Institute for Healthcare Improvement qui nous dit c'est quoi les 3 grandes responsabilités de nos réseaux de santé. Alors, améliorer la santé de la population d'abord, donc tant au niveau technique qu'au niveau des gestes et de la pertinence. Et puis, Alain va vous parler beaucoup de ça. Deuxièmement, améliorer l'expérience de soins. Donc, le respect, la confidentialité, etc. Et optimiser l'utilisation des ressources. Alors, ce sont les 3 grandes missions de nos établissements de santé qu'on doit garder en tête. Alors, la transition démographique qu'on vit, le vieillissement de la population, les Japonais sont à 25 de personnes âgées, on y sera dans à peine 13 à 15 ans. Et on est, avec le Japon, les 2 États qui ont un vieillissement le plus accéléré. Ce qu'on fait, nous, sur quelques décennies, les Français, les Suédois l'ont fait sur 50, 60, 70 ans. Alors, on fera ça, nous, en quelques décennies. En 25 ans, on va passer d'une population jeune à une population vieille à cause du baby boom, de l'après-guerre, qui a été extrêmement important au Québec, notamment, par l'influence du clergé, surtout. Alors, population jeune à population vieille, ça veut dire qu'on passe de maladies aiguës surtout à des maladies chroniques. Ça veut dire que la prévention devient encore plus importante parce que, bonne nouvelle, les maladies chroniques peuvent être prévenues. On pense qu'autour de 60 de la mortalité actuelle au niveau mondial pourrait être diminuée ou abolie en jouant sur des facteurs de risque bien identifiés au niveau de la communauté scientifique. Pour les maladies cardiovasculaires, ça dépasse les 75 Et bien sûr, l'engagement du patient qui va devenir de plus en plus important. Mais quand on passe d'un modèle infectieux des maladies aiguës à un modèle fonctionnel, ça veut dire que l'autonomie des personnes, les incapacités vont devenir les moteurs de la consommation de ressources de plus en plus. Et non plus le diagnostic médical seulement. On passe de soins épisodiques et de soins de courte durée à des soins continus et de soins de longue durée. Et donc, on doit quitter l'hospitalocentrisme du 20e siècle vers un domiciliocentrisme, si vous me permettez le néologisme, avec ce que ça implique, c'est-à-dire une première ligne efficace.
parce que c'est là que les maladies chroniques sont suivies. C'est pas à l'hôpital, c'est dans les cabinets à domicile, des soins à domicile, et parce que le domicile est un carrefour beaucoup plus complexe que l'hôpital, l'intégration des services, la coordination des soins. Alors c'est ça les enjeux, les défis auxquels sont confrontés nos systèmes de santé. Alors vous voyez que la surmédicalisation, l'hospitalocentrisme est complètement à l'antithèse de ce qu'on doit faire pour répondre à une population vieille qui souffre surtout de maladies chroniques. Alors, dans les façons dont on mesure et dont on gère les ressources, dans les maladies aiguës, on a des soins de courte durée, surtout centrés sur l'hôpital. On parle d'épisodes de soins. Les besoins sont donc déterminés par le diagnostic médical. C'est pour ça qu'on va voir des systèmes de classification qui sont basés sur le diagnostic, les Diagnosis Related Group, les DRG. Alors, c'est des systèmes de classification qui sont appropriés. La gestion clinique, c'est le docteur qui va faire cette gestion-là. Et le financement peut être un financement global ou un financement à l'activité pour ce type de maladie. Dans les maladies chroniques, là, on est dans du soin à long terme. On est à domicile ou en institution. On n'est pas à l'hôpital, pas vraiment. L'hôpital doit apparaître dans la trajectoire de soins, mais ne doit pas être au cœur de cette trajectoire. Donc, on ne parle plus d'épisodes de soins, on va parler d'une trajectoire de soins qui va s'étirer sur plusieurs années. Et les besoins sont donc conditionnés par les incapacités fonctionnelles. Incapacité à réaliser des activités de la vie quotidienne, manger, se laver, à communiquer, à marcher, à utiliser les escaliers, les moyens de transport, à être capable de se situer dans le temps et l'espace, à se comporter, à faire les tâches domestiques, à assumer nos rôles sociaux. Donc, un ensemble d'incapacités qui vont déterminer les ressources qui sont nécessaires et qui vont être le barème sur lequel va devoir se baser les plans d'intervention, les plans de soins. Et donc, les systèmes de classification qu'on va utiliser sont basés sur les incapacités. Et, pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui sont dans le réseau, vous avez entendu parler des profils ISO-SMAF, du système de mesure d'autonomie fonctionnelle qui fait partie de l'outil d'évaluation multiclientèle et qui vise à évaluer les besoins des personnes, et un système de classification qui regroupe ces besoins-là en 14 besoins fondamentaux. On en verra tout à l'heure un aperçu. La gestion clinique, c'est plus autour d'un gestionnaire de cas, d'un intervenant pivot qui va assurer une coordination des services et une intégration des services. Et quand on parle de financement, la plupart des pays ont mis en place des systèmes d'assurance de soins à long terme qui sont basés sur les besoins des personnes en termes d'incapacité. On va regarder un certain nombre de ces choses-là. Je vous ai parlé des profils ISO-SMAF tout à l'heure. Les profils ISO-SMAF, c'est des profils d'incapacité type qui couvrent les 5 fonctions de l'autonomie, que sont les activités de la vie quotidienne, les AVQ, la mobilité, la communication, les fonctions mentales, les AVD, les activités de la vie domestique. Et j'utilise un code de couleur. Vert, c'est quelqu'un qui est autonome. À rouge, quelqu'un qui est dépendant en passant par toutes les teintes de gris. Non, c'est pas ça. Par les autres teintes, difficulté, supervision et aide. Alors, vous voyez que le profil 1, c'est des gens qui ont juste des besoins au niveau des tâches domestiques. Profil 2, des besoins plus intenses. Profil 2, c'est les hommes âgés. Les hommes âgés qui n'ont jamais appris à se faire la cuisine et à faire le ménage, à laver leur linge. C'est des profils 2. C'est des incapacités qui sont peut-être culturelles ou sexuelles, mais ça va devenir un handicap lorsque la ressource, c'est-à-dire la conjointe, ne sera plus là. Alors, la personne se retrouve avec un handicap, il faut faire quelque chose. Alors, profil 2. Et là, vous avez 2 branches. Vous avez, d'une part, la branche de gauche, où les attentes motrices sont surtout prédominantes. Alors, vous voyez que ça commence à devenir jaune dans le moteur, avec préservation des fonctions mentales. Donc, ça, c'est les arthritiques, les AVC. Et de l'autre côté, vous avez l'inverse, détérioration des fonctions mentales importantes, avec préservation relative de la mobilité. Et ça, c'est les malades avec maladie d'Alzheimer qu'on retrouve. Et avec le profil 10, où ils sont encore ambulants et où ils ont des troubles de comportement. Et finalement, les gens qui sont très, très handicapés. Alors, je vous montre ça pourquoi? Parce que ces profils vont nous permettre de gérer le système de soins. Par exemple, ces profils sont associés à un certain nombre d'heures
de soins d'aide, de soins personnels ou de soins infirmiers. Alors, vous voyez que ça part de 30 minutes de besoin ici jusqu'à 6 heures de soins. Donc, chacun des profils est associé à un nombre d'heures. Et évidemment, si vous multipliez par le salaire horaire, là, vous obtenez le coût. Alors, vous avez donc, ça part de 15 par jour jusqu'à 185 par jour. Et quand on fait ça, on est capable de savoir quels sont les besoins et quel est le budget qu'on donne, donc la différence entre le budget requis et le budget fourni, et ça vous donne le sous-financement des soins à domicile, le sous-financement des établissements d'hébergement. On est donc capable de comparer, par exemple, les profils 1, 2, 3 en gris. Si on fait un profilomètre, donc on met la proportion de gens en soins à domicile qui sont des profils 1, 2, 3, qui sont des profils moteurs, des profils de fonction mentale et les profils lourds, là. Il y en a presque 6 qui sont à domicile et qui ont des profils 11 à 14. Vous comparez les CHSLD, bien, vous voyez que les profils 11 à 14, c'est beaucoup plus important. Et entre les deux, bien, vous avez les résidences privées pour aînés qui sont à peu près similaires aux soins à domicile et les ressources intermédiaires. Donc, on est capable d'avoir des distributions par établissement, par unité de soins, donc d'être capable de gérer la réponse du système de soins à ces pertes d'autonomie. Et j'en aboutis donc au financement, qui est le troisième élément de ces réformes nécessaires. Alors, l'assurance maladie, comme je le disais, ça vise les hôpitaux et les médecins. C'est ce qui est médicalement nécessaire. Donc, les soins à domicile, est-ce que c'est médicalement nécessaire d'aller donner un bain, 2 bains par semaine? Alors, c'est la question. Est-ce que c'est médicalement nécessaire d'avoir de la surveillance? Et de toute façon, c'est fait en dehors des institutions, donc c'est habituellement pas couvert et ça s'est développé à la marge dans la plupart des services de santé au Canada. Donc, l'hébergement est une extension de l'hôpital, en fait. Il y a juste la contribution de l'adulte hébergé à la chambre des pensions, mais en dehors de ça, c'est vraiment couvert de façon complète. Les problèmes, c'est qu'il n'y a pas de droit des usagers là-dedans. C'est l'établissement qui décide quand commence le maintien à domicile, quand finit le maintien à domicile, quand il faut déménager dans une ressource intermédiaire, puis quand vous êtes éligible à aller dans un CHSLD. Alors, il n'y a plus de droit de l'usager à choisir là où il veut vivre et comment il veut recevoir les services. Donc, j'appelle ça un peu la tyrannie des établissements. Bien involontaire souvent, mais c'est quand même une privation de droit. C'est un milieu ouvert qu'on ne contrôle pas. Il n'y a pas un monopole public de la prestation. Ce n'est pas comme l'hôpital, où c'est que des établissements publics. Ici, on a des organismes communautaires, des entreprises d'économie sociale, des résidences privées d'hébergement qui donnent des services. Donc, il n'y a pas un monopole public. Alors, la couverture beveridgienne, là, elle est difficile à appliquer. C'est difficile dans notre système de transférer des budgets, des établissements surtout, vers des prestataires, vers des partenaires privés, parce que lorsqu'on fait ça, on se prive du budget. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui sont prêts à faire ça. Et il n'y a pas beaucoup d'intérêt des citoyens à amasser des sous pour leur éventuelle perte d'autonomie. Et les assureurs privés ne voient absolument pas un marché là-dedans. Ça coûte trop cher, c'est trop imprévisible, et il faudrait cotiser les personnes à l'âge de 30, 40, 45 ans. Et dans la salle ici, si je faisais un sondage, qui est prêt à cotiser pour une assurance invalidité qui vous arrivera à l'âge de 75-80 ans, il n'y a pas beaucoup de monde qui serait prêt à mettre de côté ces sous-là, et les assureurs privés ont bien compris ça. Donc, il faut que ce soit l'État qui prenne cette responsabilité-là. Et vous avez là les dépenses publiques en soins de longue durée en pourcentage du produit intérieur brut des pays, des Américains, mais du Québec et du Canada, 1,2% de notre PIB va aux soins et services de longue durée. Regardez, les pays scandinaves consacrent beaucoup plus d'argent. Ça, c'est les pays beveridgiens, là, qui, eux, mettent 3,5% de leur PIB, donc presque 3 fois ce qu'on met dans les soins à domicile, et y arrivent. Les pays européens sont plus ici, avec leur système assurantiel. Ils y arrivent, mais avec une assurance spécifique pour les soins à long terme, comme on le verra tout à l'heure. Le problème, c'est la distribution de ces dépenses-là entre l'institution en rouge et les soins à domicile en bleu. Alors, le Canada est le cancre de la classe internationale. On est à un maigre 14 % et le Québec est au même niveau. Donc, 14 % de notre investissement va aux soins à domicile par rapport à 86 % en institution. Et ça dérive de médicalement nécessaire. On a couvert l'hôpital et par extension les institutions d'hébergement. Et donc, on aboutit à cette situation-là par rapport
aux Pays-Bas qui sont à 32%, la France 43%, et regardez le Danemark, 73% du budget de soins de longue durée va à domicile. Au Danemark, et je suis allé, si on veut visiter un CHSLD, là, il faut se prendre de bonne heure, c'est extrêmement rare comme établissement, parce que les gens restent dans leur milieu et reçoivent les services dont ils ont besoin. Donc, il faut sortir de cette situation où on a privilégié par hospitalocentrisme la solution institutionnelle aux soins à domicile et il faut donc redéfinir l'approche. Au lieu de déménager les personnes vers les services, il faut adapter les services là où la personne demeure. Alors, c'est un changement important de paradigme, comme disent les savants. Il faut investir significativement dans les soins à domicile. Ça, c'est une estimée de 2010. Alors, il aurait fallu au moins doubler l'investissement dans les soins à domicile, qui était de 500 millions à l'époque, et qui devrait passer à 1 et même à 2 milliards, parce que ce n'est pas suffisant, l'investissement qu'on fait actuellement par rapport au budget des soins de longue durée. Et au-delà d'investir davantage, moi je pense qu'on ne peut pas y arriver sans changer la structure de financement par l'implantation d'une assurance autonomie, d'une assurance de soins à long terme, qui a comme objectif d'assurer un financement public équitable à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est en résidence privée qu'on est obligé de payer de ses poches pour avoir des services. Alors, il y a un financement équitable à établir. Retrouver une gestion publique, parce qu'actuellement, quand vous êtes dans une résidence privée, il n'y a pas de gestion publique des services. Hein? On vous applique une grille tarifaire, souvent discutable, et des services sans évaluer les besoins. Alors, retrouver un contrôle, au moins, une gestion publique, et encadrer la prestation de services. C'était pour les personnes adultes et les personnes âgées. Et tous les milieux de vie et universels, ajustés selon les ressources, bien sûr. On avait déjà des acquis au Québec. On a déjà une évaluation fonctionnelle, le SMAF, le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle, qui est implanté partout au Québec. On a un mécanisme d'allocation qui serait facile, selon le profil ISO-SMAF. Je vous ai montré tout à l'heure, on connaît les coûts. Alors, on peut ajuster la prestation selon le profil. Et les gestionnaires de cas sont déjà implantés au Québec par le réseau intégré. Et on peut donc leur demander de faire un plan de service, mais d'allouer aussi les ressources selon la volonté de l'usager, avec des contrats avec des prestataires hors service et un suivi par le gestionnaire de cas. Alors, vous allez me dire, ça va coûter de l'argent. C'est ça que mon ministre des Finances m'a dit lorsqu'on était au Conseil des ministres. « Ouais, mais on n'a pas les moyens de se payer ça. » Non, on n'a pas les moyens de continuer comme on est là. Parce que vous avez ici la courbe de ce que ça va nous coûter jusqu'en 2027 si on ne fait rien. Alors, il va falloir construire des CHSLD pour diminuer la liste d'attente. Donc, ça va nous coûter 12 milliards. On est actuellement à 6 milliards. 12 milliards. Le budget de l'État, là, des soins de longue durée, si on l'ajuste pour la croissance du coût de la vie, là, ça nous permet d'atteindre 10 milliards. Alors, il y a un différentiel et l'assurance autonomie qu'on voulait implanter nous permettait d'atteindre 11,3 milliards. Ça veut dire que, bien sûr, il faut investir 1,3 milliard d'ici 2027, mais ça nous fait sauver 1,5 milliard à terme. C'est de l'argent. Et il faut investir chaque année. Puis on savait combien il allait falloir investir si on voulait augmenter la proportion et assurer une couverture égale due au vieillissement de la population, donc entre 100 et 150 millions par année dans le budget de l'État. On avait commencé avec 110 millions lorsque j'y étais, et la prévision, c'était de suivre ce plan de match. Donc, on a déposé un livre blanc qui a fait l'objet de consultations en commission parlementaire, un appui assez général à ce projet, et j'ai déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 67 en décembre 2013. Malheureusement, les élections ont été déclenchées. Vous connaissez la suite. Le ministre Barrette a dit que c'était de la fumisterie et que ça n'avait pas de bon sens. Et donc, on n'allait pas poursuivre ce projet-là qui était censé être implanté le 1er avril 2015 au Québec. Alors, en conclusion, notre système de santé est basé sur les docteurs, puis on en a une illustration éloquente de ces temps-ci par le biais de la rémunération, et les hôpitaux. Le vieillissement de la population et les maladies chroniques nous obligent à décentrer les hôpitaux et notre système de santé, à investir dans les soins de première ligne et les soins à domicile, à introduire des outils de gestion basés sur les incapacités et à changer notre structure de financement. Je pense que le projet d'assurance autonomie est mort, mais l'idée n'est pas morte et l'idée devra revenir et devra
s'implanter comme elle a été implantée au Japon, par exemple, il y a 15 ans, ce qui permet au Japon maintenant d'assurer des services de qualité à domicile, en Corée du Sud, dans les pays européens continentaux. Alors, c'est pas une innovation québécoise, là, c'est une innovation des pays qui font face au vieillissement et qui répondent de la bonne façon. Alors, il faut passer d'un système au 20e siècle basé sur les docteurs et sur l'hôpital vers un système qui est basé sur une équipe multidisciplinaire qui œuvre autour de la personne, autour du domicile de la personne. Et c'est la grâce que je nous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va avoir le temps pour une période de questions après, puis après nos deux présentateurs pour faire plus une discussion entre les deux aussi. Donc, c'est le moment d'une petite pause. On va revenir ensuite avec Dr. Vadeboncoeur, puis garder toutes vos questions brûlantes. Là. Vous pouvez déjà commencer peut-être à attraper Dr. Hébert, lui poser une question si vous voulez, puis on va en profiter tout le monde dans la salle après coup. Donc, on vous revient dans une dizaine de minutes. Vous pouvez prendre un verre. On a un petit peu de nourriture aussi qui va sortir.